Bien, merci beaucoup pour ces introductions. Alors c'est sûr que la question c'était qui je connais depuis plus longtemps, entre élèves au lycée, élèves à l'école normale supérieure, professeurs. Je suis vraiment entourée de gens que j'aime beaucoup et que je connais depuis bien longtemps. Et revenir ici, à l'école normale, c'est toujours émouvant, surtout que c'est vraiment ici que j'ai appris l'interdisciplinarité, en particulier avec Étienne Huillon qu'on célébrait lundi, qui était le directeur quand j'étais élève, et dont on a célébré la curiosité, l'émerveillement. Et je crois que c'est ça que j'aime faire passer aux étudiants. Moi, quand je suis arrivée ici, la première question que je lui ai posée, c'est une fois que je suis à l'école normale, je fais quoi ensuite, comment, etc. Il m'a dit non, on ne sait jamais. Il faut prendre les choses comme elles viennent, regarder autour de soi, s'émerveiller, essayer d'être curieux. Et lui, on était assis à côté de lui à table, il prenait un verre, il nous disait « Vous savez pourquoi ?» etc., etc. Ou le plat de spaghettis. Alors ce livre, il est un peu venu de tout ça, et c'est des pourquoi, des questions qui sont assez simples, des explications qui au premier niveau sont celles que vous pouvez raconter à votre voisin à table. Et puis j'ai essayé d'en mettre un peu plus, et il y a une partie qui repose sur ma recherche actuelle sur la course à pied. Voilà, donc le livre français, il est sorti en août dernier, le livre anglais, c'est quand même émouvant, il est sorti aujourd'hui. Mais bon, il y a 3 à 7 mois de délai sur Amazon.fr encore, donc je ne sais pas trop comment l'éditeur s'est débrouillé, mais j'espère que d'ici quelques jours, les délais de livraison seront plus rapides pour ceux qui veulent l'acheter en anglais. C'est moi qui l'ai traduit, mais c'est à peu près la même chose à l'intérieur, à part un chapitre sur le baseball et quelques changements. Je ne parle pas de Platini, mais de Beckham ou des choses comme ça. Il fallait adapter. Voilà, donc je commence un peu par vous poser des questions. Alors ceux qui ont lu le livre, c'est plus facile, ceux qui ne l'ont pas lu. Et quel est le sport, est-ce que vous avez une idée, quel est le sport le plus rapide? Le plus rapide. Pardon? Ah ben non, c'est pas toi qui poses les questions là. Alors il y a beaucoup de gens qui répondent la Formule 1, donc c'est pas ça. Il y a des sports qui vont plus vite, où la vitesse est plus grande que la Formule 1. Oui? Bravo. C'était la bonne réponse. Le badminton, en plus, le record a été battu depuis le livre. La vitesse du record du volant de badminton qui est dans le livre est déjà dépassée. Elle a été battue en février ou mars dernier, et donc le volant de badminton circule à 565 km/h. C'est très très rapide, c'est beaucoup plus rapide qu'une voiture de Formule 1. C'est plus rapide que les 2 sports qui vont juste après, qui sont la balle de golf et la pelote basque. Et la balle de golf va vraiment très vite à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le dire, de ses alvéoles. Souvent, les gens parlent du ping-pong parce que la balle est légère, ils ont l'impression qu'elle va vite, elle ne va pas si vite, vous voyez, la balle de ping-pong. Alors, la question suivante, quels sont les athlètes les plus rapides? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Non, Usain Bolt, il va à 10 mètres par seconde, c'est-à-dire 40 km/h, et il y a des gens qui vont quand même beaucoup plus vite. Oui? Alors ça, c'est la réponse fausse qu'il fallait éviter. C'est les sauteurs, enfin je voulais dire, les plongeurs qui plongent dans une piscine ou ceux qui plongent en parachute? Oui, alors ceux qui plongent de 10 mètres, vraiment pas très vite. Ceux qui plongent en parachute, c'était la réponse à éviter. Et la bonne réponse, c'est le skieur de vitesse. Il a beau ne pas sauter, en fait, grâce à la pente et à la neige, il va, et surtout à sa position, il va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc la réponse à éviter, c'était le sauteur en parachute, qui évidemment va plus vite que le plongeur. Pour atteindre la vitesse du skieur de vitesse pour sauter, il faudrait sauter depuis l'espace à plus de 10 000 mètres d'altitude. Donc ça fait très très loin. Si on saute de nos montagnes, en fait, le sauteur se retrouve dans une position, donc, comme sur le dessin, bras écartés, jambes écartées. Et c'est une position qui n'est pas du tout aérodynamique, qui fait comme il a quand même une certaine vitesse, il est freiné par l'air. Et il est beaucoup plus freiné que le skieur, qui lui fend l'air quand il est bien positionné sur une pente assez forte. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire prendre conscience que le rôle de l'air est quand même très très important, et pas juste quand vous allez faire du vélo sur l'île de Bréhat. Même quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vent, quand on saute depuis 4000 mètres ou 5000 mètres d'altitude, on va beaucoup moins vite qu'un skieur de vitesse. Alors, une autre question, dans quel sport faut-il maintenant être soi-même le plus rapide sans bouger, mais au niveau de la réaction visuelle, auditive, tactile?
La Formule 1, non, je ne crois pas que ce soit ça. Ça, je ne connais pas les délais de réaction, mais ce n'était pas la réponse attendue. Pardon, le ping-pong, quelqu'un a dit, c'est ça? C'est presque ça, oui. Le baseball, oui, ça fait partie des records. Et vous alliez dire? Ah, ça, je ne sais pas, les jeux vidéo. Je sais pas quelle est... Vous connaissez la vitesse de réactivité que les meilleurs ont en jeux vidéo? Ils réagissent en combien de temps? Ah bah alors voilà, donc ça pourrait être, puisque le tennis, le baseball, les balles vont à peu près à 250 km/h et donc il faut réagir, savoir de quel côté on part, de quel côté on plonge, de quel côté on va chercher la balle. Et c'est de l'ordre de 35 à 40 millisecondes pour choisir et pour plonger, taper, etc. Donc 35 à 40 millisecondes, c'est très très court, on est bien d'accord. Une seconde, je compte jusqu'à 1. Mais 35 ou 40 millisecondes, c'est 3 fois plus petit qu'une seconde. Donc c'est vraiment très 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 rapide. Donc les jeux vidéo, si vous dites 0,04, on est dans les mêmes temps, mais je connais pas les records. Là, c'est une bonne remarque. Alors une autre remarque, avant d'aller parler de modélisation, c'est que les athlètes en fauteuil vont plus vite sur certaines distances que les athlètes valides. Alors les athlètes en fauteuil, en fait, ont du mal à démarrer évidemment avec leur fauteuil, donc sur les courses courtes sont beaucoup plus lents. Mais à partir du 800 mètres, du 1500, du 10 000, du marathon, ils font tout à peu près à la même vitesse. Et en particulier, ils courent le marathon plus vite que le 10 000 mètres ou que le 1500, ce qui est quand même pas du tout le cas, évidemment, comme vous le savez, des athlètes valides. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils arrivent à aller plus vite sur le marathon? C'est-à-dire, précisez votre pensée. Ah non, 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 c'est pas ça, non. C'est pas ça l'explication. Martin, je pensais que tu saurais. Non, mais tu m'as interdit de répondre. Non, je t'ai interdit de poser des questions. Pour l'instant. Mais là, je fais les roues, enfin, je pense à je sais pas si c'est une position à la résistance. Non, oui. Les roues, c'est très bien. C'est les virages. Jusqu'aux 10 000 mètres, les courses se font en stade. Donc, tous les 85 mètres, il y a un virage. Enfin, ou tous les 100 mètres, à peu près, il y a un virage assez serré, alors que le marathon se court en ville. Et donc, il y a beaucoup moins de virages, c'est beaucoup plus droit. Et donc, du coup, et en tout cas, les virages qui y sont plus courts, moins serrés, ce qui leur permet au final d'aller plus vite. Voilà, donc si vous regardez le marathon paralympique, vous penserez à ce détail. C'est amusant parce que ça permet de regarder le parcours avec des yeux un peu différents. Alors les virages, c'est un peu le sujet, la première question du livre, donc je vais vous en dire quelques mots. Il faut savoir que, donc évidemment, la course à pied, ça remonte aux Grecs, et chez les Grecs, il n'y avait pas de virage. Pourquoi? Parce qu'ils couraient en aller-retour. Alors évidemment, c'était très très mauvais pour la performance. Chez les Grecs, donc la première course, la plus courte, c'était le stadion, donc le stade, qui était un petit 200 mètres. Alors quand je dis un petit 200 mètres, c'est que c'était pas très clair, parce qu'un stadion, c'était le pied d'Héraclès. Donc le pied d'Héraclès ne faisait pas la même taille à Delphes, à Olympie, à Athènes, etc. Et quand on voulait faire plus, on revenait. Mais pour les Grecs, ce n'était pas grave, parce que le record chez les Grecs n'était pas important. Ce qui était important chez les Grecs, c'était l'agone, c'était être le premier, c'était rendre grâce aux dieux. Et il n'était pas question de mesurer le temps, parce qu'on avait que des sabliers, et encore moins les distances, puisqu'elles n'étaient pas les mêmes entre les stades. Donc les virages, c'était vraiment pas quelque chose qui posait problème. Ils s'arrêtaient et faisaient demi-tour, enfin ils s'arrêtaient quasiment. Les virages, c'est venu chez les Romains. Notre stade est en fait hérité non pas du stade grec, mais du cirque romain dans lequel il y avait les courses de chars. Et là, les virages ont effectivement posé problème, puisque tout le monde pense à Ben-Hur dans les virages. Donc c'est quelque chose qui a posé problème. Alors nous, nos stades actuels, ils sont un peu bizarres par rapport au virage, parce qu'en fait, la mesure du stade vient de la largeur d'un stade de foot,
qui a donné la largeur du stade d'athlétisme. Donc les 36,50 mètres, ça fait 2 fois 36,50 mètres, ça fait 73. 73, c'est la largeur d'un stade de foot. Et on a après adapté les longueurs des lignes droites en fonction. Mais du coup, ça fait des virages qui sont assez serrés. Et les virages, quand on a des athlètes qui vont très vite, donc les patineurs, les motards, certains cyclistes, on sait tous qu'ils sont penchés dans les virages. Et plus ils vont vite, plus ils sont penchés. Et les coureurs, donc Usain Bolt, le plus rapide, lui aussi est penché. Alors ça se voit moins, un petit peu, si vous vous posez la question, vous vous dites si oui, il est penché. Donc les coureurs sur les sprints sont penchés entre 10 et 15 degrés. Donc c'est-à-dire pas beaucoup, c'est pas évident à l'œil nu si on n'est pas convaincu. En vérité, si vous prenez la mesure, ils sont vraiment penchés. Mais ils sont penchés pourquoi ? Parce qu'il y a une force, la force centrifuge, qui fait que c'est la meilleure façon de prendre un virage et de garder l'équilibre. Alors je voulais juste en dire un mot, quoique je pense qu'ici tout le monde connaît la force centrifuge. Donc l'explication naïve que j'aime bien donner, c'est... s'il y a quelqu'un qui veut entrer. Il y a d'autres personnes ou c'est tout ? La force centrifuge, si vous êtes dans un train qui freine, vous êtes projeté. Vous êtes projeté vers l'avant ou vers l'arrière ? Merci. Donc tout le monde n'est pas encore endormi, ça va. Vous êtes projeté ainsi parce qu'en fait, votre corps a une certaine inertie et veut continuer à aller là où il aurait dû être. Quand vous tournez, c'est pareil. Votre corps veut continuer à aller là où il aurait dû être si vous n'avez pas tourné. Et donc, naturellement, il se penche pour lutter contre cette force qui l'attire vers là où il aurait dû être. Alors, ce qu'il faut savoir, cette force, donc, elle est proportionnelle à la masse, au carré de la vitesse, inversement proportionnelle au rayon. Et donc, pour un sprinter, c'est égal à peu près au tiers du poids. Donc, c'est énorme pour estimer la performance. On ne peut pas du tout la négliger. Et de fait, dans les virages, les coureurs vont moins vite. Et il y a une véritable stratégie à adopter en fonction des virages et en fonction du couloir. Alors, donc, j'en viens à vous raconter un tout petit peu, je ne vais pas écrire d'équation, mais vous raconter un tout petit peu comment est-ce qu'on peut comprendre la modélisation de la course à pied. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment optimiser son effort pour faire le meilleur temps. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé en 2017, donc ça a pris un certain temps. Le principe de la recherche, c'est qu'avec les années, on rajoute des équations, on comprend mieux les choses. Et on rajoute un peu des pierres à l'édifice. Donc l'édifice, il est formé de 3 équations. Donc c'est un modèle de coût et bénéfice, parce que vous sentez bien que si vous partez courir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs dans la salle, donc ils vont être convaincus. Il y a des coûts, il y a l'énergie, il y a l'effort, il y a des bénéfices, il y a le temps, il y a la satisfaction. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à modéliser tous ces coûts et ces bénéfices. Donc la première équation qu'on met, c'est celle qu'on apprend encore au lycée en tout cas, c'est le principe fondamental de la dynamique ou deuxième loi de Newton. On va modéliser la mécanique, c'est-à-dire dire que la variation de vitesse est égale à la somme des forces. Donc il y a une force qui propulse, qu'on ne connaît pas puisque c'est celle qu'on décide de mettre, mais on imagine qu'elle existe. C'est un peu le moteur de la voiture. Et puis, il y a des forces qui freinent. Donc, ces forces, on les écrit comme elles sont. Si vous montez une côte, il y a une force liée à la côte. Si vous avez du vent, il y a une force qui va être liée à la vitesse au carré. Et si vous êtes dans une situation de compétition, c'est la force de frottement. Elle est en général proportionnelle à la vitesse, ce qui prend en compte à la fois le frottement dû à vos genoux, vos articulations, vos chaussures. Enfin, c'est pas trop faux de dire que c'est linéaire en vitesse. Donc ça nous fait une première équation, mais où il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et en particulier la force de propulsion. Donc à ça, on va rajouter le fait que l'humain, il a un cœur. Et le cœur, il sert à quoi ? Il sert à battre. Et donc, au fur et à mesure qu'il bat plus vite, vous allez transformer de l'oxygène en énergie, puisque vous absorbez l'oxygène, c'est l'énergie aérobie. Et plus le débit est important, plus vous allez avoir un débit important que vous transformez en énergie. Donc ça, c'est la première source. Et puis, il y a une autre source d'énergie qui est ce qu'on appelle l'énergie anaérobie, c'est-à-dire celle qui ne vient pas de l'oxygène, donc qui vient globalement de l'alimentation. Et la deuxième équation, elle consiste à dire j'ai une force de propulsion pour laquelle je développe un effort, et elle développe une puissance qui va être fournie par de la puissance aérobie et anaérobie. Donc ça me fait une deuxième équation.
Et j'ai une troisième équation qui vient du fait que vous n'êtes pas des robots, mais vous avez un cerveau qui commande l'activité musculaire. C'est-à-dire que je ne peux pas claquer des doigts et vous dire c'est parti. Il y a un certain laps de temps, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le temps de réactivité, qui correspond au fait que votre cerveau décide ou pas, d'ailleurs, parce que vous pouvez décider de rester assis et de ne pas partir faire de l'exercice, votre cerveau décide ou pas de faire une activité physique. Et cette activité, elle va avoir un coût pas au sens énergétique, enfin ça on en a déjà parlé dans la deuxième équation, il y a un coût énergétique, mais il y a aussi un coût dû à l'effort, c'est-à-dire que si je vous demande de courir, vous arrêtez courir, vous arrêtez courir, vous arrêtez, etc., de façon rapide et intense, là vous allez très vite me dire non, ça ne m'amuse pas du tout, c'est très fatigant. Donc c'est très fatigant, pas parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie, mais parce que vous avez varié votre vitesse et votre force énormément, et votre cerveau a donné énormément d'instructions différentes. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise le fractionné pour l'entraînement, parce que ça développe bien cette notion de contrôle moteur. Mais donc il faut comprendre qu'il y a autre chose que l'énergétique, il y a le côté moteur. Donc ce qu'on appelle en général, on appelle ça nécessite un effort. Donc l'effort, mathématiquement, pour ceux qui aiment savoir ce que c'est les maths, ça va être l'intégrale du contrôle moteur au carré. Et le contrôle moteur, c'est en gros dans l'équation la dérivée de la force de propulsion. Je dis en gros parce que ce n'est pas exactement ça. Et donc c'est une équation que les gens ont développée à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière pour comprendre en fait au départ l'effet de la dopamine sur des patients déficients. Et cette équation qui a été développée donc, pour la dopamine au départ, elle nous permet, mise dans notre modèle, de comprendre l'activité motrice et la motivation. Parce que vous avez essentiellement deux paramètres dans la motivation. Vous avez la rapidité à faire un exercice et vous avez l'intensité que vous allez accepter de mettre ou pas. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans la troisième équation de contrôle moteur qui a été essentielle pour modéliser correctement une course à pied. Donc avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimiser à la fois l'énergie anaérobie, le stock qu'on a, on va minimiser le temps final, parce que ça c'est quand même le but, et on va minimiser l'effort, c'est-à-dire cette fameuse intégrale du contrôle moteur. Alors après ça, évidemment, comme j'ai plein d'équations, j'ai plein de paramètres, et la question c'est qu'est-ce que je mets comme valeur à mes paramètres dans toutes mes équations? Et évidemment, je ne vais pas couper l'athlète en morceaux, il y a plein de choses que je ne peux pas mesurer, même la VO2, c'est pas terrible. Et donc là, la puissance du modèle et des calculs, c'est qu'en fait, avec des valeurs donc on a eu des valeurs en compétition par la Fédération internationale de l'athlétisme, et grâce à ces valeurs de position et vitesse toutes les 100 millisecondes, donc c'est-à-dire 10 fois par seconde, le code arrive à recalculer en fait tous les paramètres physiologiques. Et après, on peut les varier pour comprendre qu'est-ce qui joue sur quoi. Voilà, donc ça c'est quand même un peu magique, je vous le dis franchement, on n'était pas sûr que ça marche au départ. Donc, on va parler un tout petit peu des courses. Donc, comment court-on le 100 mètres? Ça, ils n'ont pas attendu qu'on fasse des modèles mathématiques pour ça. Les coureurs le savent d'eux-mêmes. Ils partent à fond. Et là, je vous ai mis les temps de Blake. Donc, si vous regardez, les temps pour parcourir 10 mètres, ils diminuent. 1,02, 0,93, 88, 86, 85. À 60 mètres, il est au minimum. Et à partir de 60 mètres, les temps réaugmentent. Ça veut dire que la vitesse diminue, donc l'athlète va moins vite. C'est pas qu'il ralentit, mais il décélère parce que vous voyez, c'est 1 centième de seconde, donc c'est pas phénoménal. Mais pourtant, il atteint son maximum de vitesse à 60 mètres. Usain Bolt, le coureur le plus rapide, l'atteint à 70 mètres. Donc il tient plus longtemps. Mais personne ne tient un 100 mètres plus de 70 mètres en accélération. Et c'est normal. Parce qu'en fait, on l'a prouvé, ça c'est un théorème de maths. C'est la meilleure stratégie, c'est de partir à fond, et parce qu'on met toute la force de propulsion au départ. Et cette force de propulsion, comme il n'y a pas de surhomme, ils ne la tiennent pas. Et donc la meilleure stratégie, c'est d'avoir en fait une force qui est décroissante, c'est-à-dire de partir avec la force maximale. La force, ils ne la tiennent pas, donc elle décroît. Et ils se retrouvent à accélérer jusqu'à 60-70 mètres et être ensuite en décélération. Là, je parle de tous les sprints, en fait. C'est la même stratégie
sur tous les sprints du 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres. Là, la figure est pour un 100 mètres, mais sur tous les sprints, et je vais vous montrer un 400 mètres juste après, la stratégie sur tous les sprints est la même, et la calcul montre que partir, parce que vous pourriez vous dire, ok, moi, je pars un tout petit peu moins vite pour être en accélération tout le temps. Eh bien non, ce n'est pas la bonne stratégie, ça permet d'atteindre un temps plus... Enfin, ça fait courir plus vite, moins vite, pardon. Donc justement, pour répondre à la question, là, je suis contente parce que j'ai le transparent qui arrive pile au moment de la question. Donc on a travaillé sur le 400 mètres de Femke Bol. Femke Bol, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la championne du monde du 400 mètres féminin. Et donc, chaque fois qu'elle court, les commentateurs sont en admiration en disant « ça y est, sur les derniers 100 mètres, elle est en train de semer ses adversaires ». En fait, pas du tout. Elle ne sème personne, c'est juste qu'elle décélère moins fort. Donc ça, on l'a bien montré. La courbe bleue, c'est la courbe de Femke Bol. La courbe rouge, je vous ai mis pour comparaison, c'est le champion du 400 mètres masculin, Hudson Smith. Donc ça, c'était les championnats d'Europe de Munich 2022, je crois. Donc on voit bien, ils partent tous les deux très forts, ils sont au maximum de vitesse, vous voyez, même à 50 mètres à peu près. Ensuite, ils décélèrent. Et la stratégie du 400, c'est de décélérer le moins possible. Et on voit que Femke Bol décélère beaucoup moins, puisqu'ils arrivent à peu près tous les deux à la même vitesse à la fin, en ayant une différence de vitesse d'à peu près 1 mètre par seconde au moment où ils sont au maximum. Donc elle arrive à décélérer très peu. Et donc c'est pareil par rapport à ses concurrentes. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle sème ses concurrentes. Elle sème personne. C'est juste que les autres ont une courbe de vitesse avec une forte pente. Et elle arrive à limiter la pente. Alors pourquoi ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que c'est des rapports entre l'énergie aérobie et anaérobie, la façon dont elle l'utilise. On a compris derrière quels sont en fait les effets de tous les paramètres physiologiques. Alors une autre question, pourquoi partir courir avec son copain, c'est quand même moins fatigant ? Donc en fait, c'est toujours pareil. Les choses en général, elles reposent toujours sur des observations que les athlètes ont déjà réalisé et ce qu'on a apporté, c'est des explications. Donc, il a été observé pour les champions qui gagnent à peu près 1 seconde sur un 400 mètres. Un 400 mètres, je vous rappelle, c'est un tour de stade. Ils gagnent 1 seconde s'ils vont courir derrière quelqu'un plutôt qu'aller courir tout seul. Donc, 1 seconde, c'est énorme. Et pourquoi ? Pas parce qu'ils vont se protéger comme à vélo, on n'est pas du tout dans des vitesses comme le Tour de France où ça vaut le coup d'être derrière pour se protéger du vent. Non, c'est juste un effet psychologique parce que le fait de partir courir sans réfléchir à ce qu'on fait, ça permet de gagner de l'énergie et ça permet de courir alors soit plus longtemps, soit plus vite, ça dépend de ce qu'on a à faire. Alors toujours pareil, on a fait des simulations où on a pris en compte à la fois l'effet de la force centrifuge, donc plus vous êtes à l'extérieur, mieux c'est pour la force centrifuge, mais plus vous êtes à l'extérieur et plus vous courez en aveugle. Donc ça, c'est des simulations sur un 200 mètres. Et donc ce qu'on a vu, c'est que les couloirs 4, 5, 6 permettent de faire à peu près le même temps. 3 et 7, pareil. 2 et 8, et le couloir 1 est catastrophique. Alors quand j'avais montré ça à la Fédération internationale d'athlétisme, ça les a interrogés. Et donc du coup, ils ont décidé pour les nouveaux stades, donc c'était le cas à Budapest au championnat du monde l'été dernier, d'autoriser les championnats à être sur les lignes 2 à 9 plutôt que 1 à 8. Donc les nouveaux stades, ils ont 9 couloirs, et dès que c'est possible, c'est couru sur les couloirs 2 à 9, ce qui évite le couloir 1. Et il faut savoir qu'il y a un tirage au sort dans les compétitions. Et les meilleurs coureurs sont tirés sur 3, 4, 5, 6, donc on met les meilleurs couloirs aux meilleurs. Les 2 suivants sont tirés au sort sur 7 et 8, et les 2 derniers sont tirés au sort sur 1 et 2. Donc globalement, il n'y a aucun espoir de voir un champion en ligne 1, puisque en général, c'est ceux qui ont le moins bien réussi les séries ou les demi-finales qu'on met sur les couloirs les plus difficiles. Voilà, donc vous y penserez quand vous regarderez les JO de Paris. Et vous verrez que le couloir 1, parce qu'à Paris, c'est un ancien stade, donc je pense qu'on va être encore sur des situations de couloir 1 à 8. Alors, on est parti aussi sur la course d'endurance. Ah oui, alors avant de passer au 1500, il faut que je parle du 800 mètres. Donc, quand j'ai travaillé là-dessus, au départ, comme je vous dis, la recherche, ça se fait, on avance un pas à droite, un pas à gauche, et puis on espère que ça va avancer dans la bonne direction. Donc, quand j'ai commencé à travailler, un jour, j'étais à l'imprimante à Versailles, et il y a Martin qui me dit « Non. Un 800 mètres, ça ne se court pas du tout comme ça. Moi, j'ai couru le 800 mètres, je vais t'expliquer comment on court le 800 mètres. » Et donc, ma simulation n'allait pas du tout.
Et donc, il m'a mis en contact avec une ancienne championne de 400 et qui a beaucoup travaillé sur le 400, le 1500. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à travailler aussi sur le 1500. C'est grâce à toi, Martin. Et tes contacts avec Christine Hanon, qui était donc une ancienne championne de 400 et qui après a été référente technique à la Fédération française d'athlétisme, qui maintenant est à la retraite. Et donc on s'est retrouvés à travailler sur le 1500, donc c'est une course un peu plus longue, le 1500, toutes les courses un peu plus longues, en fait, à partir du 1500 mètres, se courent de la même manière, avec une forte accélération au début. Quand je dis forte, évidemment, tout est relatif, mais le but est de mettre en route le système aérobie, entre guillemets, le plus vite possible. Ensuite, une vitesse qui est quasi constante, alors sur les stades, pas exactement, parce qu'il y a des virages. Et il y a un sprint, ou en tout cas une accélération à la fin, donc c'est très différent du sprint, c'est-à-dire des courses où la VO2, elle, est en augmentation sur toute la course. Et alors, ce qu'on a été capable de comprendre, en fait, c'est les secrets de Ingebrigtsen. Donc, pour ceux qui aiment courir et qui sont fans de course à pied, je vais vous dévoiler le secret qu'on a publié en mars dernier. Donc, c'est des choses toutes récentes et toutes fraîches qui ont fait le tour du monde. On a eu plus d'1 million de vues en Norvège sur l'article. Ça les a fascinés. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Jakob Ingebrigtsen, c'est un fils de champion, un frère de champion. Et donc, il a couru depuis qu'il est tout petit. Il a une VO2 extraordinaire. Ça, tout le monde le savait, tout le monde l'a écrit. Quels sont les secrets de la VO2 d'Ingebrigtsen ? J'ai l'impression qu'il y a des soucis avec le micro. C'est mieux comme ça, non ? Ouais. Donc, les secrets de la VO2 d'Ingebrigtsen, c'est que, en fait, il a une VO2 qui a une cinétique très rapide. Donc, il va atteindre son maximum de VO2, donc son débit maximum d'oxygène qu'il transforme en énergie, très vite, et beaucoup plus vite que ses concurrents. Donc ça lui permet, en fait, c'est ça qu'on voit dans cette courbe qui est peut-être un peu petite sur cet écran-là, mais ça lui permet, c'est la courbe verte, donc c'est celle qui est tout en dessous au départ, ça lui permet de partir un tout petit peu moins fort. Donc souvent les commentateurs disent « mais Ingebrigtsen, qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne part pas le premier, il faut le tirer, etc. » Non, pas du tout. Il a une cinétique très rapide, donc il n'a pas besoin de partir aussi fort, aussi vite que ses concurrents pour mettre en route sa VO2 rapidement. Et ça, l'intérêt, c'est que du coup, ça lui permet de se mettre à une vitesse de croisière qui est plus importante. Ça limite sa capacité à accélérer en fin de course, mais normalement, s'il a mis suffisamment de distance avant, il reste devant et il finit premier. Voilà, donc c'est ça qu'on est arrivé, quand je vous disais, on n'a pas besoin de découper l'athlète en morceaux, non, mais la puissance des mathématiques, c'est d'aller faire des calculs qui permettent de varier les paramètres, pas avec l'intelligence artificielle, de manière déterministe, et de comprendre quelle est l'influence des paramètres quand on les varie avec les mains dans le code. Voilà, donc pour résumer, du 100 mètres au 400 mètres, on court en accélérant très fort le plus possible au début et on se retrouve à ralentir sur quasiment toute la course finalement. À partir du 800 mètres, la course se fait avec une réaccélération en fin de course. Et à partir du 1500, il faut démarrer très fort. Il y a une partie centrale de la course à vitesse quasi constante et ça vaut jusqu'au marathon. Et il y a un sprint final. Donc, on a varié les paramètres physiologiques et donc la conclusion, c'est partez courir avec quelqu'un. Ça permet d'économiser de l'énergie et donc du temps. Voilà. Alors, je vais changer de sport. La course, c'est ce que je fais, je disais, 2 jours par semaine. Et dans le livre, j'ai essayé de parler aussi un peu d'autres sports. Donc, c'est des questions qui nous sont venues de façon assez variée. Certaines, c'était en regardant autour de moi. Donc ça, avec les Vélib', c'est quand même terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à monter sur le vélo et qui montent et puis on voit le guidon qui tourne dans un sens, dans l'autre et on a l'impression qu'ils vont tomber et on a envie de leur dire « Allez, il faut accélérer », mais le Vélib' est lourd et ça n'a pas l'air d'être facile pour certains de démarrer assez vite pour garder l'équilibre. Donc je vous ai mis une citation d'Einstein, « La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Alors pourquoi c'est comme ça ? Parce que donc on a vu, si on accélère, l'équilibre semble plus facile à garder, mais ce n'est pas si facile d'accélérer tout de suite. Donc pourquoi ? Alors en fait, la raison, c'est que le centre de gravité doit rester au-dessus de la surface de contact avec le sol.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu au cirque avec les clowns. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi j'étais fascinée de voir les clowns avec des très très longues chaussures qui se penchent très très fort en avant. Alors je ne vais pas le faire parce qu'il y a le micro. Et je me suis demandé, parce que moi quand j'essayais chez moi de me pencher en avant, je n'arrivais pas à me pencher autant que les clowns. Et en fait, la raison, c'est que plus vous avez votre chaussure longue, plus votre centre de gravité peut aller loin, puisque le centre de gravité doit rester au-dessus de la surface qui est au sol. Donc plus votre surface au sol est allongée, c'est pareil si vous mettez un ski en fait. Si vous avez un ski, vous allez pouvoir vous pencher beaucoup plus en avant que si vous avez juste une chaussure adaptée à votre pied. Et à vélo, c'est pareil. À vélo, si vous tournez le guidon, vous augmentez la surface au sol. Et donc, si vous penchez un peu à droite ou à gauche, vous gardez l'équilibre. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi j'ai envie de tourner le guidon, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour augmenter ma surface au sol sans tomber. Donc là, il y a une photo qui vous montre qu'effectivement, on augmente vraiment l'équilibre. Mais le coup de guidon, en fait, qu'est-ce qu'il va produire ? Il produit une force centrifuge, puisque vous allez tourner. Et la force centrifuge, on a vu tout à l'heure, elle est proportionnelle au carré de la vitesse et inversement proportionnelle au rayon. Donc, si vous avez une petite vitesse, il vous faut un grand rayon. Pardon, j'ai dit le contraire. Si vous avez une petite vitesse, pour produire une force centrifuge suffisamment grande, il vous faut un petit rayon. Donc un petit rayon, ça veut dire que je vais tourner beaucoup. Alors que si vous êtes à grande vitesse, vous avez besoin d'un... je fatigue. Si vous êtes à grande vitesse... enfin bref, vous avez compris. À cette heure-là, je dis des bêtises. À grande vitesse, il y a besoin d'un petit tour de vélo parce que vous avez un grand rayon. Voilà, donc, voilà, c'est ça. À petite vitesse, vous avez un petit rayon et un petit rayon, c'est un grand coup de guidon. Donc l'idée, c'est pour garder l'équilibre, il faut partir très vite pour éviter les coups de guidon. Alors, je vais rechanger de sport. Il y a une exposition, parce qu'on a oublié de le dire, qui est à la bibliothèque de mathématiques, si vous voulez aller y faire un tour à la fin. Dans cette exposition, il y a une dizaine de panneaux sur des sports différents. Et donc, j'avais envie, sur la fin de la conférence, de donner quelques illustrations qui sont à la fois dans le livre et dans l'expo. Donc, il y en a une que j'aime bien, c'est sur les basketteurs. Pourquoi Michael Jordan donne l'impression qu'il vole ? En fait, c'est un effet de la physique. Et un effet assez simple. Alors, certes, je ne vais pas vous casser le mythe Michael Jordan, c'est pas ça le but de la conférence. Ah, pardon. Donc l'idée, c'est la suivante. C'est le centre de gravité, qui est à peu près le centre de votre corps, suit une courbe qui est une parabole. Alors, il n'y a pas de pointeur. Je ne sais pas si je fais ça, si on voit quelque chose. Voilà. La parabole, c'est la courbe qui est là. Et le centre de gravité suit cette courbe. Mais il se passe quelque chose. Si je lève mon bras, je vais faire monter mon centre de gravité vers le haut, puisque le centre de gravité, c'est à peu près le centre des masses. Si je plie mes jambes, pareil, mon centre de gravité, qui était à peu près au niveau de mon nombril, il va se retrouver à monter. Donc si je fais les deux à la fois, j'ai mon centre de gravité qui monte beaucoup. Donc si, en même temps que mon centre de gravité a un mouvement parabolique, il se retrouve à monter sur mon corps, pendant ce temps, ma tête, en fait, ou plutôt la tête du basketteur, reste à la même hauteur. Donc vous y réfléchirez, je l'ai peut-être dit un peu vite, mais l'idée, elle est là. Le centre de gravité suit une parabole, il monte sur le corps en même temps qu'il atteint le sommet de la parabole. Résultat, la tête reste à la même hauteur. Et comme ce qu'on regarde en général, c'est la tête, on a l'impression que la tête reste à la même hauteur pendant un temps qui est relativement grand. Et c'est ça qui donne cette impression de voler. C'est le même effet pour les danseuses ou les danseurs qui font un grand jeté. Si vous faites attention, en fait, ils lèvent les bras au sommet du grand jeté, ce qui donne l'impression de rester en l'air suspendu, alors que les lois de la physique ne sont pas trahies. Alors les lancers, on a parlé d'une parabole, donc moi j'aime bien montrer que donc tout le monde sait que quand on lance quelque chose, qu'il n'y a pas d'effet d'air, ça suit une parabole. Et l'angle pour envoyer le plus loin, c'est 45 degrés. Donc, vu l'assistance, je pense que tout le monde est au courant de ce genre de choses. Alors, ce que j'aime bien raconter, c'est qu'en général, en fait,
la hauteur initiale n'est pas égale à la hauteur de chute, donc c'est le cas si vous envoyez un javelot, un poids, si vous regardez un sauteur en longueur, puisqu'un sauteur en longueur, il va partir debout, donc son centre de gravité est à peu près à 1 mètre du sol, et il arrive assis par terre, donc son centre de gravité est à 30 cm du sol, donc il part plus haut qu'il n'arrive. Et donc la question c'est, si vous êtes dans une situation comme ça, donc l'angle n'est plus exactement 45 degrés, donc pour le poids ça va être 42. Mais la question c'est surtout qu'est-ce qui est important de contrôler. Alors je vous ai mis une formule, en fait c'est pas la formule qui m'intéresse, c'est le fait que faire des variations, dériver, c'est quelque chose de très très important et c'est ça qui donne beaucoup d'indications pour les sportifs. C'est pas tellement les formules exactes, c'est plutôt dériver la formule. Donc je vous ai mis la formule, elle n'a strictement aucun intérêt. Qui va calculer la longueur, la portée, la longueur de chute en fonction de la hauteur h, de la vitesse v et de l'angle θ. Donc là, vous me faites confiance, si vous lancez un poids ou un javelot, le meilleur angle, c'est plus 45 degrés, si vous partez de 2 mètres, c'est à peu près 42. Mais la question de fond, c'est pas évident de tenir 42 degrés plutôt que 45. Donc est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce qui joue? Et c'est là où je vous disais dériver, c'est important parce qu'on va pouvoir calculer les variations. C'est-à-dire, si je varie de 5% mon angle, si je varie de 5% ma vitesse, ou si je varie de 5% ma hauteur, qu'est-ce qui finalement a un effet sur la portée? Donc si je varie de 5% mon angle ou ma hauteur, je varie ma portée de quelques centimètres. Donc c'est minime, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête en vous disant il faut absolument que je vise 42 degrés et pas 45. Par contre, si vous variez de 5% la vitesse, là, vous variez la portée d'1,50 m. Donc, dans un cas comme ça, ce qui est très très important, c'est de maximiser la vitesse, parce qu'en général, plus la vitesse est grande, plus la portée est grande, ça c'est... Et c'est de ne pas rater, donc il ne faut surtout pas, pour adapter à 42 degrés plutôt qu'à 45, se retrouver à freiner, parce qu'on réfléchit trop à son angle et pas assez à sa vitesse. Donc l'idée, c'est que vraiment, derrière, c'est la vitesse qui compte, et c'est pour ça que les sauteurs en longueur sont en général des sprinteurs qui courent très très vite, parce qu'il faut aller le plus vite possible, c'est ça qui va produire le meilleur saut. Voilà, donc la conclusion, c'est que vraiment les variations, c'est quelque chose sur lesquelles les formules mathématiques peuvent donner une idée qui n'était pas forcément naturelle, spontanée ou intuitive. Donc les effets, je vous ai parlé au début de la balle de golf. Vous vous souvenez, c'est une balle qui est très très rapide, en particulier grâce à ses alvéoles. Donc un objet qui vole dans l'air, donc par exemple la balle de ping-pong, subit, qui est vent ou pas vent, une force qui la ralentit, qui est liée au fait que, en fait, il y a plein de molécules dans l'air. Donc c'est un peu comme un billard. Vous avez une grosse boule et vous imaginez un billard plein de petites billes. Vous lancez votre boule, il faut la lancer fort pour pousser les billes et avancer. Dans l'air, il n'y a pas tant de billes que ça, mais il y en a quand même, et c'est ça qui freine. Alors l'intérêt des alvéoles, c'est qu'en fait, il va y avoir des tout petits tourbillons qui vont se mettre à l'intérieur des alvéoles, et ces tout petits tourbillons, au lieu de freiner la balle, vont permettre de diminuer la traînée. Mais diminuer la traînée d'une manière qui est très importante, puisque la traînée, au lieu d'être proportionnelle au carré de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse fois la vitesse, la traînée d'une balle de golf, qui va vite, est proportionnelle uniquement à sa vitesse. Donc comme une balle de golf en plus va vite, si la traînée n'est proportionnelle qu'à sa vitesse, c'est ça qui va permettre en fait d'avoir une balle encore plus rapide. Donc la traînée, elle est aussi réduite quand on augmente la température. Donc ce qui veut dire que c'est pour ça que les golfeurs souvent changent de balle ou vont attraper la balle dans la poche, parce que quand il fait froid, la traînée va être plus importante à 3, 4, 5 degrés qu'à 25 degrés. La réduction est en fait entre 20 et 28 degrés, la réduction de la traînée est de 3% avec la température. Donc c'est pour ça que les golfeurs changent de balle si souvent. C'est pour garder une balle qui est à plus haute température. Voilà, donc l'air a quand même des effets qu'il ne faut pas négliger. Et, j'aurais juste dû dire, pour la balle de golf, l'angle idéal, en fait, l'angle qui permet la plus longue portée, c'est plutôt autour de 11 degrés et non pas 40. Donc on voit que la traînée a un effet important. Si par contre vous lancez une balle de golf ou un volant de badminton plus vers le haut, il y a deux parties dans la trajectoire, une première qui est ascendante quasiment linéaire et une autre qui est descendante quasiment verticale. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est la partie descendante, parce que si vous les voyez, ces trajectoires-là, que ce soit au golf ou au badminton,
En fait, c'est une situation où le poids et la résistance de l'air sont quasiment identiques, et donc ça descend à vitesse constante de manière verticale. Voilà, si vous avez l'occasion, regardez ça, moi je trouve ça fascinant. Et évidemment, c'est dans la partie ascendante de la trajectoire que le volant de badminton atteint sa vitesse maximum. Alors l'effet sur une balle en rotation, c'est juste pour insister sur le fait que y a un effet de l'air quand la balle va tout droit, lié à sa forme, lié à sa structure, et il y a l'effet de l'air si on fait tourner la balle. Donc c'est les effets sur les balles de tennis ou de ping-pong que l'on fait tourner, ou sur les fameux ballons de foot, donc Platini ou Beckham selon son pays. Les balles de golf aussi, tout à fait, oui, oui. Enfin, toute balle ou ballon que vous faites tourner sur elle-même, sur lui-même, a le même effet. Le principe, c'est le suivant, c'est que si vous faites tourner, donc c'est pas qu'il y a du vent, hein, il ne faut pas se dire c'est du vent, c'est juste qu'il y a l'air. Si le ballon avance, il voit l'air avancer dans l'autre sens. Si en plus il tourne sur lui-même, quand il est en haut, vous avez une vitesse qui va contre l'air, donc la vitesse ici est plus petite que la vitesse relative en bas qui va dans le même sens que l'air. Donc il y a une loi qui s'appelle la loi de Bernoulli qui dit si vous avez une plus grande vitesse, si vous créez une différence de vitesse, vous créez en fait une différence de pression dans l'autre sens. Et qui dit différence de pression dit force. Et donc si vous envoyez un ballon dans ce sens-là en le faisant tourner, vous créez une force perpendiculaire à sa vitesse, et donc finalement un mouvement qui est spirale, et c'est les fameux coups francs qui permettent d'éviter le mur pour ceux qui savent les réussir de manière exceptionnelle. Alors, moi j'aime nager, donc j'aime bien finir par la natation. Pourquoi vaut-il mieux nager sous l'eau? Alors cette question, elle m'est venue parce que, je vous disais, souvent il y a des questions qui me sont venues. Pourquoi j'aime en parler? Parce que j'ai entendu des gens qui disent des bêtises. Donc moi je suis dans un club de natation, et quand les petits-enfants apprennent à nager, souvent les parents sont là à leur dire « mais sors la tête de l'eau, sors la tête de l'eau ». Non, il ne faut pas sortir la tête de l'eau. Non, je n'ai pas dit, il faut qu'il reste... Non, les enfants ont quand même une réaction naturelle qui est de survivre. Ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin des parents pour aller leur expliquer ça. Mais vous avez un enfant qui apprend à nager à la brasse, les parents voudraient qu'il ait la tête tout le temps hors de l'eau. C'était plus dans ce sens-là. Et en fait, alors que les enfants ont du mal à sortir la tête de l'eau, parce que d'abord, il faut cambrer le cou, mais en fait, surtout, il y a une vraie raison physique derrière, c'est que quand on nage sous l'eau, à peu près avec une épaisseur de son corps au-dessus de soi, on a une traînée, parce que la traînée, c'est la force qui nous ralentit quand on avance dans l'air, et pareil quand on avance dans l'eau. Donc cette traînée, elle est réduite quand on est sous l'eau, et elle est réduite à peu près au maximum quand on est à une épaisseur de son corps sous l'eau. Donc vous prenez un enfant qui avance pas très vite, il se met à une épaisseur de son corps sous l'eau, il a une traînée réduite, il se dit « miracle, j'avance ». Et là, il y a les parents qui disent « non, tu restes pas à une épaisseur de ton corps sous l'eau, tu redresses la tête ». Et là, c'est la catastrophe, redresser la tête, parce que quand vous n'avez pas une force de propulsion qui est très importante, eh ben, vous êtes quasiment à l'arrêt. Voilà, donc je me suis dit, il faut quand même expliquer. Donc en général, je me tais, je regarde et j'observe. Et je me dis, les pauvres enfants, quand même, ils mettent de l'énergie, mais c'est pas facile. Donc dans la force qui ralentit un nageur, en fait, elle est en 3 parties. Il y a ce qui s'appelle la traînée de pression, qui est liée au fait que vous allez pousser l'eau. Donc il y a une différence de pression entre l'eau qui est devant vous et derrière vous. Et cette traînée de pression, elle est moins importante sous l'eau. Ensuite, il y a le frottement, donc ça tout le monde sait, c'est mieux d'avoir un bonnet, de se raser, de mettre une combinaison de natation qui refait la peau du requin, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pas forcément très utile si vous n'êtes pas un champion, parce que c'est pas la partie la plus importante de la traînée quand vous n'allez pas très vite. Et la dernière partie, c'est la traînée de vagues, puisque quand vous nagez, vous créez des vagues autour de vous. Si vous nagez en piscine près du bord, vous pouvez vous en rendre compte assez vite, parce que vous verrez que vous nagez moins vite quand vous êtes sur la ligne vraiment contre le bord de la piscine. Pourquoi ? Parce que vous créez une vague. Cette vague, elle est renvoyée par le bord très rapidement et elle vient vous ralentir. Donc si vous voulez faire une perf, il ne faut pas aller nager contre le bord de la piscine. Mais en fait, cette traînée de vagues, qui est la plus importante pour les nageurs,
Elle est donc réduite si vous êtes sous l'eau plutôt que si... Pardon, oui, non, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire sur la traînée de pression. Pour réduire la traînée de pression, c'est la même chose pour le vélo, pour la moto, pour etc. Plus vous êtes hydrodynamique, et non pas aérodynamique, mais c'est la même idée derrière, plus vous êtes plat, mince, allongé, vous fendez l'eau, et plus vous allez vite. Donc la traînée de vague, il n'y a pas tellement de manière de la réduire, à part d'aller sous l'eau. Donc sous l'eau, elle est à peu près 2 fois moins grande qu'en surface. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour faire des 50 mètres sous l'eau plutôt que hors de l'eau. Ils ont été interdits. Aujourd'hui, en compétition, on ne peut pas faire plus de 15 mètres sous l'eau, c'est la règle, sinon on est disqualifié. Mais certains records ont été battus par certains champions à une époque où les règlements n'étaient pas encore installés et où ils faisaient 50 mètres sous l'eau. Mais évidemment, là, on revient au problème, c'est au niveau respiratoire, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que ça a été interdit. Mais c'est aussi parce qu'on ne voit plus rien. Le public voit plus rien. Bah, y a des caméras maintenant sous l'eau, donc c'est pas... Bon, en tout cas, ça a été interdit. Et la meilleure technique pour nager sous l'eau et avancer vite, c'est l'ondulation. Et l'ondulation, elle permet en fait d'utiliser la vague pour être repropulsé. C'est-à-dire un nageur qui ondule bien avec beaucoup de souplesse, il va utiliser la vague qu'il crée pour se repropulser au niveau des jambes quand il va onduler. Voilà, donc ça c'est le secret. On va peut-être, j'aime bien moi parler de Léon Marchand, mais Martin m'a dit que ses fils étaient critiques sur ce que je disais sur Léon Marchand, alors je vous le dis quand même. Donc Léon Marchand n'a pas inventé la coulée, certes, mais il l'a révolutionné parce qu'il arrive à utiliser la traînée de vagues d'une manière extraordinaire pour se repropulser. C'est-à-dire que le secret de sa coulée, puisque si vous avez regardé une compétition, donc Léon Marchand, il est champion en particulier du 400 mètres 4 nages, à chaque ondulation de 15 mètres, il gagne un tout petit peu de temps ou de distance, je ne sais pas comment il faut le dire, sur ses concurrents, avec une ondulation qui est extrêmement efficace. Et en fait, parce qu'il arrive à optimiser cette utilisation de la vague qu'il crée pour se repropulser. Voilà, alors peut-être une dernière chose sur la traînée. Je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux partir avec quelqu'un que partir tout seul. Sur le moment, c'était un effet psychologique. Il y a aussi, comme vous le savez, un effet de traînée en cyclisme. Là, pour le coup, parce qu'on va vite. Donc, si on va vite, c'est mieux d'être derrière que devant, parce que ça limite l'effet du vent qui va vous ralentir. Mais il y a une chose, si vous avez un coureur cycliste qui part seul, il vaut mieux qu'il parte avec quelqu'un derrière que partir seul, vraiment. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un derrière lui fait qu'il n'y a plus de place pour les tourbillons derrière lui. Et donc, en fait, il y a moins de tourbillons, donc il est moins freiné. Et c'est pour ça, il y a une étude, que certains coureurs, quand ils partent sur le Tour de France, sur une échappée, ils ont toujours une voiture avec 8 ou 10 vélos derrière. Alors, je ne sais plus quel est le nombre, il y a un nombre optimal de vélos. Parce qu'en fait, avoir des vélos comme ça sur le toit, ça diminue la traînée. Mise à la bonne distance du coureur, ça diminue la traînée de celui qui va partir tout seul. Voilà, donc c'est pas parce qu'il risque de crever et qu'il va avoir besoin de 10 vélos, c'est parce que ça limite les tourbillons derrière lui. Et la traînée, je l'ai dit tout à l'heure, elle est diminuée à haute température, et c'est pour ça qu'en 2012, les Anglais avaient chauffé le vélodrome à 28 degrés, parce que ça permettait ils avaient calculé et compris que ça permettrait de battre des records. Voilà, j'avais peut-être un mot à dire sur les records. Alors là, j'ai pris celui du 100 mètres nage libre. On me demande souvent, est-ce que les maths permettent de prédire l'évolution des records? Donc la réponse est non. En tout cas, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grandes raisons qui permettent d'avoir des records. La première, c'est la pente verticale qui est ici. Ça, c'était un entraîneur, Jim Cancelman, qui a entraîné Matt Biondi, par exemple, qui a révolutionné la natation en mettant des caméras sous l'eau et il a fait une thèse de physique. Il a écrit 400 pages sur comment on nage, pourquoi il y a de la traînée, comment ça se passe, etc., etc. Et la physique n'a pas été revue et corrigée depuis Jim Cancelman, depuis cette époque-là. Alors, moi, je suis sûre qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va refaire de la physique de la natation et qui va permettre d'avoir à nouveau une courbe verticale à un moment. Alors, ce sera peut-être pas bientôt, peut-être dans plusieurs années. Mais donc, il y a des entraîneurs, il y a des champions qui ont des idées et qui font que les choses changent. Il y a des réglementations qui changent.
Donc évidemment, là, il y a eu les combinaisons qui ont fait tomber les records dans les années 2008, Alain Bernard. Donc les réglementations, aussi en athlétisme, vous voyez, passer de 2 à 9 sur les couloirs plutôt que 1 à 8, ça va faire tomber les records. Quand on a augmenté la profondeur des piscines, elles sont passées de 2 mètres à 3 mètres, on a compris que ça permettait d'aller plus vite. Donc il y a les réglementations, il y a la technologie pour les sports à technologie, donc il y a la technologie des perches, des javelots, il y a beaucoup d'objets sur lesquels on arrive encore à améliorer les matériaux. Mais il y a surtout un mental. Alors ça, je vous ai dit, on met en équation la motivation, mais un champion qui arrive avec des capacités exceptionnelles et un mental exceptionnel, ça, c'est certainement pas encore l'époque où on sait le mettre en équation et le prédire. Voilà, je vous remercie et je suis prête à prendre vos questions.